Bonjour et bienvenue dans ce webinaire, les aléas du direct, dans ce webinaire du CNCH, alors, qui est réalisé aujourd'hui avec un partenariat soutien institutionnel du laboratoire Medtronic, on remercie. J'ai le plaisir de modérer cette session avec Hugues Bader. On va parler d'un sujet des infections de prothèses et on a un invité de marque aujourd'hui pour discuter de la manière de prévenir ces infections. Donc, Hugues, je te laisse présenter notre intervenant de marque. Mais bonsoir à tous et merci à Antoine Dacosta d'avoir accepté de venir nous présenter des études et peut-être aussi son expérience personnelle sur la prévention des infections, qui est un problème que l'on connaît depuis longtemps, sur lequel il y a assez peu d'évolution, sauf assez récemment avec les enveloppes antibactériennes. Donc, merci Antoine de nous présenter peut-être un ensemble d'études et peut-être des choses aussi pratiques à retirer de ces études dans notre vie de tous les jours. Merci pour cette invitation sur un sujet qui me tient à cœur, qui sont les infections de dispositifs implantables. Merci Walid, merci Hugues. Donc on va refaire un tout petit peu d'histoire sur cette pathologie. Alors je vais être en plein écran là maintenant, c'est ça? Voilà. C'est bon pour vous? Oui, tout est bon. Et donc, comment prévenir les infections des dispositifs cardiaques implantables? On avait cru un certain temps que les choses étaient figées dans le temps, et on va voir qu'au cours de ces dernières années, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué, qui vont nous amener à modifier nos pratiques. Alors, on remercie également le soutien logistique de Medtronic pour ce webinaire. Alors, j'aime bien refaire un petit peu d'épidémiologie pour expliquer l'évolution des infections. Je pense que tu n'as pas encore repartagé tes slides, en fait. Il faut que tu refasses écran partagé et repartager les slides. Alors, attends, repartager. Où est-ce que je vais? Ici. Alors, partager l'écran. Voilà. Et voilà. C'est bon là? Plein écran et c'est bon. Si je me mets plein écran, c'est bon pour vous? Oui, ce sera parfait. Allez, parfait. Merci. Donc, on va refaire un peu d'histoire par rapport à cette thématique. On avait cru que les choses étaient un peu figées dans le temps, mais on se rend compte qu'au cours, quand on regarde les grands registres, notamment les grands registres nord-américains, on voit que le pourcentage d'infection proportionnellement augmente plus vite que le nombre total de procédures. Et si on regarde sur ces 20 dernières années, on se rend compte que le risque infectieux, il a été multiplié par 2, puisqu'on est passé de 1,45% dans les années 2000 à 3,4% en 2012. Donc ça amène à réfléchir sur cette thématique et à voir un peu comment les choses évoluent et essayer de mieux cibler les sujets à risque. Et à partir de cette étude, on voit très clairement dans ce registre que les patients à plus haut risque, et maintenant, c'est des choses qui sont admises, je dirais, par la majorité des praticiens, c'est que plus la procédure va être complexe, plus on a un risque infectieux élevé, et ce risque infectieux, il est clairement plus élevé lorsqu'on fait de la resynchronisation cardiaque par rapport à un double chambre ou même qu'à un défibrillateur. Mais toutes ces tendances, maintenant, elles sont bien ciblées, et je crois que c'est des données très importantes pour la prise en charge future dans notre pratique. Non seulement on a un risque infectieux, mais ce risque infectieux, vous le savez, il est également associé à une surmortalité. Les patients avec infection vont faire des complications, vont avoir des extractions, et la mortalité à moyen et long terme va être plus élevée. Elle est quasiment, on va dire, multipliée par 2 par rapport à des populations qui n'ont pas fait d'infection. Alors, de manière un peu caricaturale, on peut dire que le taux d'infection dans les registres, il est de 1% pour les pacemakers, 2% pour les défibrillateurs ou les remplacements. Et puis pour ce qui est de la resynchronisation et de la resynchronisation couplée au défibrillateur, j'aime bien rappeler que dans les études randomisées, on voit que les taux d'infection ne sont pas négligeables. Par exemple, dans l'étude d'Anish, qui est une des dernières en 2016, on voyait que le taux d'infection dans le groupe resynchronisé défibrillateur, c'était de l'ordre de 5%. Dans le groupe CRT pacemaker, c'était de l'ordre de 3,6%.
Donc on voit que même dans des études randomisées, on a des taux d'infection qui restent élevés malgré on va dire les manœuvres préventives utilisées. Dans ce groupe de patients qui vont faire des infections, bien sûr, il y en aura qui vont faire des endocardites infectieuses, et là, il y a un surcroît de mortalité évident chez ces patients. Les dernières études, c'est l'étude danoise qui répertorie sur une vingtaine d'années le taux d'infection. On retrouve à peu près les mêmes chiffres. On regarde ici sur les taux d'infection avec le pacemaker, 1,2% dans ces registres, qui sont des registres monstrueux qui portent sur 100 000 patients. Avec le défibrillateur, 1,9%, avec le stimulateur cardiaque triple chambre, 2,2%, et avec le défibrillateur triple chambre, 3,4%. Donc on voit la forte corrélation avec le dispositif. Et des taux qu'on aille aux États-Unis ou qu'on aille en Europe du Nord, on retrouve à peu près les mêmes taux d'infection. Alors nous, on a travaillé il y a très longtemps sur les mécanismes responsables des infections, de manière prouvée. Le taux de contamination, il est surtout lié au moment de l'implantation. C'est des choses qu'on a mis en évidence. Puis après, il y aura des problèmes, bien sûr, d'hématomes, des problèmes de soins locaux, de cicatrisation, les problèmes des érosions cutanées qui sont considérés comme, bien sûr, des infections. Et puis, un groupe plus restreint, on va dire 20% des cas, où les infections sont secondaires à l'utilisation d'un cathéter chez des hémodialysés, par exemple, ou secondaires à des septicémies dans un contexte infectieux particulier, où il faudra rechercher la porte d'entrée. Ce qu'on avait fait en 98, c'est qu'on avait fait des prélèvements sur la peau, dans la poche et sur le dispositif, et on avait recherché, après l'asepsie locale, s'il y avait toujours des germes sur la peau ou dans la loge ou sur le dispositif. Et on avait montré que c'était effectivement, les germes persistaient malgré l'utilisation des antiseptiques ou des antibiotiques IV préopératoires. Et donc ça, c'est un point très important qui nous amènera plus à discuter ensuite des soins locaux et de l'enveloppe. Et juste pour rappel, on avait typé tous les germes qu'on avait prélevés, on avait suivi les patients, et 6 patients avaient développé des infections, et ces infections, lorsqu'on prélevait à nouveau les patients et qu'on recherchait le facteur infectieux, on voyait que c'était majoritairement des staphylocoques à coagulase moins, Schleiferi, qui adhèrent particulièrement au dispositif, et le typage génétique avait montré que le même germe avait été retrouvé en préopératoire. Et 5 des 6 patients qui avaient développé une infection à l'époque avaient le germe qu'on avait retrouvé soit dans la peau, sur la peau, dans la loge ou sur le dispositif. Et donc, ça a été une avancée, je pense, importante dans ce type de mécanisme responsable. Alors, bien sûr, il y a les staphylocoques, et les antibiotiques utilisés et les antiseptiques préopératoires vont agir majoritairement sur les staphylocoques, mais il faut garder à l'esprit qu'on a des staphylocoques qui sont résistants, qu'on a d'autres germes qui peuvent être responsables des infections. Et là, les manœuvres préventives n'ont pas forcément un impact sur le développement de ces infections. Alors bien sûr, l'antibioprophylaxie, c'est une méta-analyse qu'on avait fait en 98 qui montrait une réduction de 75% du risque infectieux avec l'utilisation d'une céphalosporine de première génération 1 heure avant le geste, pour couvrir le geste opératoire et prévenir essentiellement les infections antistaphylococciques. L'étude suivante, randomisée, s'il fallait attendre 2009 pour faire un peu d'histoire, et Oliveira avait montré que l'antibiotique, la céphalozoline utilisée en préopératoire par voie injectable réduisait à un taux de moins de 1% des infections contre 3,3% dans le groupe contrôle. Mais déjà, ils se sont intéressés aux facteurs prédictifs au sujet à risque des infections, à plus haut risque infectieux, l'utilisation des anticoagulants, les remplacements, la durée des procédures et bien sûr les hématomes post-opératoires. Et ils ont montré que c'était des facteurs de risque indépendants d'infection. Donc c'est des éléments qu'on connaît, pour lesquels on n'agit pas forcément à la base, parce que
arrêter des anticoagulants ou des antiagrégants, ça nécessite une certaine protocolisation, et donc c'est pas toujours fait dans tous les centres. Donc il y a aussi moyen de travailler sur cette thématique aussi des anticoagulants. Ça a été montré dans la dernière étude publiée dans l'European Heart par l'étude danoise sur les grands registres. Reprise, remplacement, c'est des facteurs de risque élevés. On multiplie par 2, voire par 4 le risque infectieux. Lorsqu'on a plus de 2 électrodes, lorsqu'on remplace les électrodes, lorsqu'on réintervient, on multiplie le risque, vous voyez, par 5 ici, les autres ratios par 15 ici. Donc on a des sujets à très très haut risque pour lesquels jusqu'à maintenant on n'avait pas d'outils pour prévenir le risque infectieux. Et donc déjà Didier Klug avait montré en 2007 que la stimulation temporaire, les hématomes, l'air chirurgical, l'absence d'antibioprophylaxie, la fièvre avant l'implantation étaient responsables d'infection. On avait montré à peu près des facteurs de risque similaires dans une étude sur le CRT, durée de procédure, type de dispositif, reprise chirurgicale et puis l'insuffisance rénale. Et d'autres études ont amené un peu des éléments très forts, notamment l'étude Replace publiée dans Circulation en 2010. Quand on veut upgrader ou changer de sonde pour des patients qui sont déjà implantés, c'est la cohorte numéro 2, et ben on va multiplier le risque infectieux. Le taux d'infection, vous voyez, dans cette étude était de 1,5% à 6 mois. Et si jamais on a un upgrading, et ben, avec une révision d'un CRT ou un upgrading en CRT, on va augmenter de manière drastique le risque infectieux. Et là aussi, il faudra essayer de prévenir, de diminuer ce risque infectieux. Et on verra que les éléments récents de la littérature nous aideront à améliorer ce risque infectieux. Tout ça aussi pour prévenir un risque lié à la surmortalité. Il ne faut pas oublier que c'est des patients âgés, fragiles, qui ont des comorbidités, qui, lorsqu'on fait une extraction, on va les exposer à un taux de complication qui n'est pas négligeable, voire à une mortalité surajoutée. Alors les protocoles, vous les connaissez, hein, d'antibioprophylaxie, ça c'est l'élément indispensable. Ce n'est pas des trucs et des astuces, c'est une méthode de travail, c'est-à-dire qu'on va faire une céphalosporine de première génération, 2 grammes avant, une demi-heure après. S'ils sont allergiques, on a une alternative qui est la clindamycine ou la vancomycine. Ces protocoles sont bien établis. Ils sont tirés aussi de protocoles, on va dire, établis par les microbiologistes de prévention des infections. Alors, on en discutait tout à l'heure, mais les enseignements des registres, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que, au final, on se rend compte que dans les registres nord-américains, il y a une étude qui a été publiée par la société Artrisome sur les pratiques des nord-américaines. Majoritairement, les praticiens utilisent des antibiotiques avant, bien sûr, majoritairement, on est presque à 100% des praticiens qui utilisent l'antibiotique IV. Mais on se rend compte qu'un certain nombre vont imprégner la loge avec des antibiotiques. Il y en a d'autres qui vont mettre des solutions antibiotiques dans la poche. Il y en a d'autres qui vont faire des antibiotiques en post-procédure. Il y en a d'autres qui vont donner des antibiotiques par voie orale et on voit que les taux ne sont pas négligeables. Ça va de 60% à 30%. Donc, vous voyez que les pratiques entre ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a des différences. Et c'est pareil dans l'étude VRAPID. On reviendra dessus, mais quand on regarde attentivement cette étude, on voit que les antibiotiques post-opératoires ont été utilisés dans un tiers des cas par les praticiens. Pardon. Le restage de la loge, regardez les Nord-Américains, dans 2 tiers des cas, ils rincent la loge avec des antibiotiques. Vous voyez, alors bien sûr, là, c'est l'étude randomisée, donc c'est équilibré dans les groupes, mais c'est des pratiques qui sont vraiment très surprenantes. Et l'étude PADIT a été là pour essayer de dire est-ce que c'est utile ou pas de faire des antibiotiques pendant la procédure, après la procédure, laver la loge avec des antibiotiques. Et donc, ils ont randomisé les centres avec 2 types de protocoles, avec des crossovers, et ils ont randomisé l'attitude la plus établie, céphazoline 2 grammes IV 60 minutes avant, ou la vancomycine pour les gens allergiques, contre des protocoles
plus agressive d'antibiotiques avec les céphalosporines, plus des lavages plus de l'avancomycine avant la procédure, puis un lavage de poche à la bacitracine, et puis pendant 2 jours une céphalosporine également en post-opératoire. Vous voyez que c'est des pratiques qui sont très surprenantes, mais qui ont été amenées à publier cette étude et à faire une étude dont l'objectif primaire était de rapporter les infections chez les patients à haut risque. Alors, c'est une étude qui n'est pas randomisée d'une façon habituelle, c'est-à-dire que pour éviter l'effet centre, ils ont randomisé et ils ont fait ensuite des crossovers du centre pour justement effacer l'effet centre dans ces populations. Et alors, quand on regarde un petit peu les pratiques, on voit que le nombre d'opérateurs dans cette étude était de l'ordre de 5,5. Il y avait 50% des implantations, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est fait dans les laboratoires d'électrophysiologie ou dans les blocs chirurgicaux? C'est peut-être un élément déterminant, mais là, c'était équilibré, 50-50. Et puis, ce qui m'a un peu alerté, alors je ne connais pas vos pratiques, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, c'est que majoritairement, déjà aux États-Unis, en Amérique du Nord, ils utilisent la chlorhexidine dans 93% des cas en antisepsie locale. Alors, qu'est-ce que montre cette étude? Que le pourcentage d'infection dans la population générale, qui comprenait 13 000 patients, 1,1%, puis les patients à plus haut risque, 1,23% d'infection dans le groupe conventionnel, et dans le groupe, on va dire, où on a un protocole agressif antibiothérapie, 1%, et une répartition similaire dans les endocardites et les infections de loge. On voit que le taux à moyen terme, vous voyez, il y a un gain, mais qui n'est pas significatif, donc l'étude n'est pas retenue comme positive. Alors, on peut toujours discuter, parce que est-ce que les patients à plus haut risque ont été vraiment ciblés? Au final, on se rend compte que malgré tout, parce qu'on parle quand même de patients, on voit que 57 patients ont développé une infection dans le groupe conventionnel contre le protocole agressif antibiotique, 47. Donc ça fait quand même 10 de moins. Alors bien sûr, statistiquement, ça ne sort pas. Mais dans le groupe CRT, il y a des tendances. Et pareil dans les groupes ICD et pacemaker. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le taux d'infection, on retombe un petit peu sur les données de la littérature, moins de 1% d'infection dans les groupes pacemaker, 1% là, dans cette étude dans le groupe défibrillateur, et puis voilà, le groupe le plus à risque sont les CRT, 2% environ d'infection avec les protocoles usuels. Et tout ça nous amène à discuter des facteurs de risque, et les facteurs de risque spécifiques aux patients, l'âge jeune, parce qu'il va avoir des réinterventions, il va avoir des changements de boîtier, les immunodéprimés, les insuffisants rénaux, voilà ce qui sort dans cette étude. Les facteurs liés au device, on en a largement parlé, on voit la croissance des chiffres en fonction du type de dispositif, et enfin l'impact d'avoir eu déjà des procédures. Plus on a des changements de boîtier, plus on va avoir un risque infectieux, parce qu'il y a des germes dormants dans la loge qui vont conduire à un risque infectieux majoré. Alors, ils ont établi un modèle statistique qui permet de pondérer ces facteurs de risque qui sortaient de manière indépendante, et ils ont comme ça pu octroyer des notes, des points, un peu comme on fait dans le score de Schatz, pour déterminer, pour pondérer ces facteurs de risque. Et donc, vous les avez, je vais juste vous déplacer un tout petit peu l'image. Pardon, voilà. Je reviens ici. Voilà. Et donc, il y a on va dire des points qui sont octroyés en fonction du type de facteur de risque. Désolé. Voilà. On voit pour l'âge de moins de 60 ans, c'est 2 points. On voit pour le type de procédure, la resynchronisation, c'est 5 points. L'insuffisance rénale, c'est 3 points. Le nombre de procédures, c'est 4 points. Donc, on pourrait établir une espèce de score PADIT à utiliser au bloc opératoire. Ça nous permettrait de stratifier les patients à risque faible, entre 0 et 4, risque intermédiaire entre 5 et 6, et au-delà de 6, risque élevé. Et on peut très bien, en pratique clinique, utiliser ce type de score
Et je crois qu'il même il est en lien sur Internet, on peut l'utiliser pour voir les patients à haut risque et voir les protocoles qu'on peut adapter. Donc les enseignements de Padit, c'est qu'une attitude plus agressive de la prophylaxie, c'est pas mieux. C'est que les protocoles de lavage doivent être abandonnés et les antibiotiques post-opératoires ou péropératoires aussi. Surtout, ce qui est important, c'est que dans cette étude, le chiffre de 1% d'infection devrait être notre objectif, clairement, pour notre taux d'infection par centre. Et on verra les éléments du score Padit pour utiliser d'autres méthodes de prévention. Alors, pour ce qui est de la prévention par l'asepsie locale, tout était équilibré jusqu'à ces dernières années. Povidone iodée, aqueuse ou alcoolisée, c'est à peu près pareil. Il fallait quand même qu'il y ait de l'alcool. On pensait qu'il fallait de l'alcool pour prévenir les infections. Mais je dirais le point important, c'est peut-être la chlorhexidine alcoolique qui a peut-être des effets plus bénéfiques en termes de prévention. Et ça reste encore à déterminer pour les dispositifs implantables. Mais on a des éléments indirects. Les éléments indirects sont tirés de la chirurgie générale, de la prévention des infections avec les cathéters et de la prévention également en chirurgie gynécologique. On voit que la chlorhexidine par rapport à la bétatodine alcoolisée est plus efficace dans ces situations cliniques. Nous, on avait montré en 2015 que le taux d'infection était similaire entre les groupes si on utilisait povidone alcoolisée ou aqueuse. On avait le même taux d'infection, mais vous voyez, dans notre centre, on avait des taux d'infection qui étaient de l'ordre de 2,4% et on trouvait 2,2%, 2,7% respectivement avec la bétadine aqueuse et la bétadine alcoolisée. Donc, on n'arrivait pas à vraiment à diminuer le taux d'infection quand on suivait tous nos patients. Et on a redémontré dans cette étude les facteurs de risque et notamment le nombre de changements que va avoir le patient, qui est un facteur à très haut risque pour les infections, les hématomes, les réinterventions et bien sûr les remplacements. Donc le poids de ces facteurs de risque, il est évident et il sort de partout et il faut être vigilant là-dessus. Le point de Padit, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, et moi j'ai retenu et que j'ai modifié ma pratique en clinique, c'est d'utiliser de la chlorhexidine en prévention avec l'antisepsie locale. On ne fait plus de bétadine, on n'utilise que de la chlorhexidine alcoolisée en prévention. Alors nous, on a monté une étude avec Jean-Claude Delarot sur la resynchronisation et le risque infectieux avec justement l'utilisation chlorhexidine versus bétadine. On a les résultats attendus fin 2021. Et tous les centres ont participé. Je remercie à cette occasion tous les centres. 2300 patients ont été inclus dans cette étude. Alors, la révolution, je dirais, c'est l'utilisation des antiseptiques dans la loge avec le Tirex. Vous avez l'enveloppe antibactérienne, l'enveloppe Tirex, donc qui est conçue dans ce concept un petit peu physiopathologique où il y a des germes qui dorment dans la loge ou des germes qui n'ont pas été éliminés par l'antibiotique préventif IV ou l'antiseptique local. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser des antibiotiques à plus large spectre qui vont à des doses plus faibles, 10% par rapport à une dose, on va dire, parentérale, traiter des germes qui ne sont pas couverts. Et donc, ces antibiotiques, c'est l'action conjointe de deux antibiotiques qui sont la rifampicine et l'aminocycline. Et donc, ils sont utilisés, ça a été développé par la société Medtronic, utilisés dans une enveloppe résorbable et qui va disparaître, l'antibiotique va être éliminé en une semaine et puis l'enveloppe a environ 2 mois pour se résorber complètement. On voit ici l'enveloppe, hein, c'est une enveloppe qui est émaillée, qui n'a pas de fermeture, et qui doit être avec une enveloppe qui est dédiée soit pour les défibrillateurs, soit pour les stimulateurs cardiaques. Et donc, bien sûr, ça va impliquer qu'on va te faire une loge un peu plus grande. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans l'analyse quand on compare les antibiotiques utilisés dans cette enveloppe, c'est que l'aminocycline et la rifampicine, sur le plan, on va dire, infectieux, lorsque c'est testé, ça agit à peu près sur tous les germes, l'ensemble des germes, et notamment certains germes où on voit que, par exemple, la céfazoline pourra ne pas marcher,
où la vancomycine pourra ne pas marcher. Donc, on a l'impression qu'on a une couverture un peu plus complète et avec une antibiothérapie locale et un dispositif qui se résorbe dans le temps. Alors, cette minocycline et la rifampicine a été étudiée également dans tout ce qui est hémodialyse, cathéter centraux, avec un taux d'efficacité démontré. Et donc, l'utilisation de deux types d'enveloppes en fonction d'un pacemaker ou du défibrillateur. Et il y a une pratique qui est très simple, hein, qu'il suffit de faire une loge un peu plus grande, de retourner l'enveloppe et puis de glisser dedans le dispositif et de le placer, et puis bien faire attention de ne pas suturer l'enveloppe avec les points de suture lors de la fermeture. Donc ça, c'est des diapositives qui sont assez explicites. On voit que 60% des antibiotiques sont diffusés dans les 24-48 heures, le reste dans les 5-6 jours qui suivent, et puis vous voyez la résorption complète au bout de 2 mois. Alors ce qui nous intéresse plus, c'est un peu les données, on va dire scientifiques, hein. Les études, elles sont initialement rétrospectives sur des cohortes, des études cas témoins, mais moi ce qui m'intéresse dans ces études, plus que de les reprendre, c'est de dire, là, dans toutes ces études, on voit que le taux d'infection, il est descendu en dessous de 1%. Comparé aux cohortes où on avait dans des populations, même on va dire cas témoins, on a des taux qui sont beaucoup plus élevés. Et une des premières comparatives, elle montrait que le taux d'infection avec l'enveloppe était de 1,1%, et quand ils n'avaient pas l'enveloppe, 3,6%, mais c'est encore une fois pas des études randomisées, c'est des études qui sont appareillées. Donc ça paraît intéressant, notamment chez les patients à plus haut risque. Et en reprenant des études, on va dire, sur l'étude Replace, nous on avait fait une étude en 2010 avec les CRT, les études où on fait des remplacements de boîtiers, on voit que le taux d'infection sur le moyen terme, il est, vous voyez, 2%, 2,2%, 1,7%, 2,3%. Donc le taux est beaucoup plus élevé que ce qu'on voit quand on lit les études avec l'utilisation de l'enveloppe. Et en reprenant toutes ces études, hein, ça a été fait dans on va dire des reviews dans des journaux nord-américains, on voit qu'avec l'enveloppe, vous voyez, on a un taux qu'on retrouve 1%, 1%, moins de 1%. Ça paraît tout à fait intéressant chez des patients où il y avait des remplacements, des mises en place chez des sujets à haut risque de défibrillateurs et de resynchronisateurs, taux inférieur à 1%, contre les contrôles, on est à 2,2%. Alors on attendait une étude randomisée, mais c'est une étude randomisée, c'est l'étude VRAPID, tout le monde maintenant la connaît, hein, 7800 patients inclus, et ils avaient ciblé des patients à haut risque d'infection, procédure de remplacement, upgrading, reprise chirurgicale, primo-implantation de CRT-D, donc des patients au risque. Ils avaient éliminé les facteurs qui étaient plus liés, on va dire, au patient lui-même, l'hémodialyse, les agents immunosuppresseurs, les infections récentes, moins de 12 mois ou existantes. Et donc, toujours dans l'esprit de traiter localement, avec une action bactéricide, les germes locaux qui ne pouvaient pas être couverts avec les protocoles usuels. Et je vous l'ai montré tout à l'heure, on voit quand même qu'il y a des pratiques qui sont, pour moi, à ma connaissance, pas utilisées en France, en tout cas, de lavage de poche avec les antibiotiques et d'antibiotiques post-opératoires, un tiers avec les antibiotiques post-opératoires, lavage de loge. On voit 2 tiers des patients qui soient dans un groupe ou dans l'autre. Les groupes étaient équilibrés, on l'avait déjà dit. Alors, qu'est-ce que dit cette étude? Elle dit sur les infections majeures, réduction de 40% du risque infectieux. Et sur les infections de loge, réduction de 60%. Notre ratio est à 0,4, réduction de 60%, alors que de manière un peu étonnante, mais c'est beaucoup moins de patients, mais il n'y a pas d'impact sur le risque de bactériémie ou d'endocardite infectieuse. Et si on regarde l'étude VRAPID à long terme, c'est-à-dire à 36 mois, le taux d'infection, on se rend compte que ce taux d'infection, les infections majeures à 36 mois,
on ait un taux à 1% également. Et que l'impact sur les eaux de ration est toujours à 40% de réduction, 60% du risque d'infection de loge. Donc, il y a un impact démontré dans ces études chez des sujets à haut risque. Et c'est, on va dire, la première fois qu'une étude randomisée, depuis les études randomisées d'Oliveira avec l'antibioprophylaxie IV, démontre une efficacité et sur une étude contrôlée avec une puissance tout à fait adaptée. Ce qui fait que maintenant, quand on raisonne dans les infections de dispositifs, on va être obligé de raisonner avec les facteurs de risque et de tenir en compte chez certains patients qui ont des comorbidités, qui ont des facteurs de risque infectieux, s'il faut upgrader, quel est l'impact de l'upgrade, est-ce qu'on attend une réponse à un upgrading, changer le dispositif, ça on sera en principe obligé, sauf cas particulier. Et toutes les interventions, on va dire, additionnelles doivent être prises en compte et il va falloir limiter le risque infectieux et limiter parce que dans ces groupes-là, les risques sont surmultipliés. Donc, il faudra chercher des alternatives quand elles sont possibles. Et puis, il y a des facteurs de risque qui sont liés aux patients qu'on pourra peu modifier. Il ne faudra surtout pas, on va dire, négliger tous les facteurs de fièvre récente, CRP élevé, stimulation temporaire, l'anticoagulation qui est un facteur déterminant, c'est-à-dire que l'anticoagulation, il va falloir la gérer au mieux avec l'état des connaissances actuelles et savoir adapter l'anticoagulation par rapport à l'implantation ou à la reprise chirurgicale. Puis il y a des éléments qui sont liés à l'apprentissage, les opérateurs moins expérimentés, donc il faut savoir les accompagner dans les salles d'électrophysiologie pour limiter le risque infectieux et le risque d'hématome, on en a largement parlé. Ce qui fait que dans les dernières recommandations, tous ces facteurs sont pris en ligne de compte et il est demandé aux opérateurs, aux responsables des centres de reprendre en ligne de compte tous les facteurs modifiables, non modifiables et d'intégrer ça dans les pratiques, c'est-à-dire différer une intervention si le patient a eu de la fièvre, s'il a une CRP élevée, savoir traiter certaines comorbidités, gérer l'anticoagulation, on en a parlé, accompagner les opérateurs moins expérimentés, limiter le nombre de personnes dans une salle, suivre les protocoles de mise en place des champs opératoires, limiter les voies d'abord, limiter l'utilisation de la sonde d'entraînement endocavitaire et bien sûr maintenant prise en compte de l'utilisation de l'enveloppe antibactérienne. Et donc les dernières données, c'est le remboursement de cette enveloppe qui a été fait sur, on va dire, un niveau de remboursement qui est niveau 3, c'est-à-dire modéré, mais c'est un bon niveau de remboursement dans des populations à haut risque avec des patients qu'on expose à une surmortalité. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est maintenant quelque chose qui est prouvé dans l'étude VRAPID. Et puis, tous les enseignements qu'on tire de l'histoire des infections et tous les enseignements qu'on tire on va dire de l'utilisation de l'enveloppe dans des cohortes sur des patients à haut risque et des cohortes avec des suivis qui sont longs et qui ont une certaine puissance statistique. Quel est le niveau de remboursement? C'est une procédure de remplacement, révision ou upgrade de stimulateurs ou de défibrillateurs, simple, double ou triple. Vous voyez, ça va loin. Hein, et primo-implantation de défibrillateur triple chambre. Donc, c'est un niveau de remboursement pour une population qui est un remboursement pour une population qui est très large. Voilà d'un petit peu, ça m'a beaucoup plu de faire ce topo parce que je ne pensais pas dans les années 2010 qu'on arriverait à repenser le mode de prévention des infections. Et je crois qu'on a beaucoup de choses encore
à mettre en place par rapport à ces patients. Merci Antoine pour cette présentation qui nous a permis d'y voir beaucoup plus clair. Il me semble qu'il y a aussi le guide ERA sur la prise en charge finalement des implantations, et je trouve que pour les plus jeunes, c'est juste génial parce qu'il y a plein de petites astuces qu'on nous apprenait quand on apprenait sur le terrain. Maintenant, ils peuvent le lire et peut-être corriger également même des choses dans notre pratique. On va commencer le bal des questions. Alors, je dis à ceux qui sont connectés, vous pouvez poser des questions, cliquant sur questions ou discussion, nous mettre la question, on sera vos messagers. D'abord, je voulais poser la question, j'ai vu que tu utilisais un protocole à base de chlorhexidine, mais la douche préopératoire, elle est faite avec quoi dans ces cas-là? Avec de la chlorhexidine aussi. Oui. D'accord. Bien sûr, on a rendu homogène le protocole, et donc on utilise je crois que c'est de l'Ibiscrub en protocole de préopératoire. Ouais. Moi, ce qui m'a surpris dans les études, quand on lit les études PADIT, c'est le taux d'infection aussi, il est peut-être lié aussi à des modifications de protocoles antiseptiques. Le niveau de 1% dans des populations aussi larges, il y a l'impact bien sûr dans le groupe de l'enveloppe, mais aussi l'impact peut-être des protocoles utilisés dans ces études. Et j'avoue que c'est un protocole maintenant qui est... La chlorhexidine, ça a aussi l'avantage d'être facile à mettre en œuvre, hein, c'est-à-dire qu'on doit appliquer le bâton de chlorhexidine dans la zone opératoire, et ça dure 30 secondes. Et nous, on fait 2 fois 30 secondes. Mais avant, le protocole à base de bétadine, il est beaucoup plus long, quoi. Ça nécessite le protocole des infirmiers plus le protocole des opérateurs. Je vais te poser une deuxième question, après je vais laisser Hugues te poser des questions. Est-ce que finalement, tu nous as présenté l'enveloppe antibactérienne là, qui va être maintenant remboursée. Il y avait d'autres enveloppes antibactériennes qu'on nous présentait des fois, qui existaient alors des fois, il y avait un antibiotique dedans, un antiseptique. Qu'est-ce qui différencie cette enveloppe-là, qui va être remboursée parce qu'elle a une étude sérieuse, randomisée, de quelque chose qui, des fois, on nous présentait, mais finalement avec peu de données? Alors, moi, les choses qu'on m'a présentées, je n'ai pas eu une expérience énorme, mais c'est surtout des antiseptiques bactéricides, des antiseptiques, pardon, qui sont utilisés par exemple chez les dialysés. Et donc, ces antiseptiques, malheureusement, il n'y a pas de preuves, on va dire, validées d'utiliser ces antiseptiques dans la loge. Et donc, et l'étude PADIT, avec des protocoles antibiotiques de lavage de loge, avec des protocoles, on va dire, différents de ce qu'est l'enveloppe antibactérienne, montre une tendance, mais c'est quelque chose qui n'est pas significatif. Je dirais que le raisonnement peut-être de cette enveloppe antibactérienne du T-Rex, c'est d'avoir bien étudié sur le plan physiopathologique les germes qui échappaient au protocole antiseptique local et antibiotiques IV préopératoire, et de cibler des antibiotiques bactéricides qui vont agir sur quelques jours et qui vont peut-être traiter des germes qui sont dormants et pour lesquels ces germes dormants on s'exposait lors des réinterventions, c'est-à-dire on ouvrait la loge et puis c'est pas forcément l'opérateur qui va changer le boîtier qui est impliqué directement dans l'infection, c'est, je dirais, une succession de gestes qui font que, et en ciblant ces antibiotiques bactéricides, ils ont montré quand même un niveau d'efficacité avec des preuves scientifiques très fortes. Donc les autres protocoles, pourquoi pas, mais ça demandera beaucoup de travail parce que 8000 patients, il faut avoir je dirais le pouvoir financier pour développer de telles études. Hugues? Oui, Antoine, j'ai une question qui m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si tu as un élément de réponse. C'est concernant les infections avec l'enveloppe antibactérienne. Est-ce que tu sais si on a des données microbiologiques de germes résistants, en particulier aux antibiotiques utilisés?
Est-ce que tu sais si on a des données sur cette population-là, sur laquelle finalement on n'a pas de prise? Alors, il y a des données sur, sur l'efficacité. Il y a des données sur les infections dans le groupe enveloppe, mais je les ai pas lues récemment. Je sais qu'elles existent, et donc je pourrais pas te donner ces données en direct, mais elles existent. C'est-à-dire qu'ils ont étudié le type d'infection et les germes qui étaient impliqués dans les infections dans le groupe enveloppe. Je pense qu'en te rapprochant de Marc Minardis chez Medtronic, il te donnera ces données. J'avoue, j'ai pas eu le temps de les relire. Mhm. Et il y a aussi une autre question beaucoup plus pratique. L'enveloppe T-Rex nécessite effectivement de réaliser une loge plus importante lors du changement de boîtier. On sait aussi que un des moyens techniques opératoires de prévenir les infections, c'est de limiter les dommages à l'intérieur de la loge. Est-ce que tu penses que cette enveloppe devrait évoluer vers quelque chose de plus adhérent peut-être au boîtier et qui nécessiterait finalement des loges un peu moins grandes et un risque d'hématome du coup moindre, qui est peut-être une des explications aussi pour des infections avec cette enveloppe? Alors, je répondrai un peu de manière scientifique, c'est-à-dire que par rapport aux études, il y a moins d'infections dans le groupe avec l'enveloppe, même si ta question est tout à fait intéressante parce qu'on peut imaginer qu'on peut faire mieux si on arrive à développer dans le futur des produits qui sont, je dirais, plus, euh, plus adaptés à une loge normale peut-être. Et ça, je pense que c'est les ingénieurs de la société qui doivent travailler là-dessus. Concernant les hématomes, il n'y avait pas plus d'hématomes dans l'étude rapide, dans les analyses en sous-groupe, il n'y a pas plus d'hématomes avec l'enveloppe. Mais c'est vrai que on était un peu réticents au départ parce que, effectivement, agrandir les loges chez les patients qui sont anticoagulés, on pensait nous exposera à plus d'hématomes. Dans l'étude, non, il n'y a pas eu plus d'hématomes. Je crois que le problème des hématomes reste l'hémostase locale et reste la vraie prise en charge de l'anticoagulation, c'est-à-dire plus de relais avec les AVK, avec un INR entre 2 et 3. En ce qui concerne les AOD, c'est plus compliqué, je trouve, parce que le plus souvent, on ne sait pas s'ils sont surdosés ou pas, s'ils ont fait une petite poussée d'insuffisance rénale, si l'AOD a été bien métabolisé. Et moi, pour l'instant, j'utilise plutôt on va dire l'échelle, le score de Schatz pour savoir si j'arrête ou pas les AOD. C'est-à-dire, chez les patients qui sont à très haut risque embolique, qui ont des scores de Schatz élevés, je ne vais pas arrêter les AOD. Chez les patients qui sont à très faible risque embolique, je vais me permettre de faire une fenêtre avec les AOD. C'est pareil pour les antiagrégants plaquettaires et les doubles anti-agrégations et parfois les triples avec l'anticoagulant. Donc là, je pense qu'il y a lieu de vraiment se poser la question de comment manager ces patients. Parce que là, on rentre dans des choses qui sont vraiment à plus haut risque. Est-ce que tu penses, vu que maintenant c'est remboursé, médico-légalement, c'est intenable de ne pas en mettre? C'est-à-dire que si on a une complication, un expert peut dire, voilà, vous avez mis un défibrillateur triple chambre, le taux d'infection dans les études c'est 4%, vous avez une Ah ben infection, si, mais il y a un manque de chance, vous n'avez pas utilisé l'enveloppe. si tu mets un avocat là-dessus, il va chercher la petite bête et forcément, on sera en partie responsabilisé par rapport à ce problème. Et puis, moi, je dirais que c'est même pour nous, parce que quand on a une infection de dispositif, je ne sais pas vous comment vous le vivez, mais c'est quelque chose qui est d'une pénibilité, après on est confronté à des extractions qui sont à haut risque. Des fois on enlève des sondes qui ont 20 ans d'âge, des sondes de défibrillateurs, des sondes avec des, euh, des barbillons. On se retrouve dans des situations des fois qui sont très inconfortables. Et puis bon, avoir une infection avec un patient qu'on suit, ou avec tout patient, hein, c'est vraiment
la bête noire, on va dire, des stimulistes. Alors, moi, tout ce que je pourrais faire pour diminuer mon risque infectieux, je vais le mettre en place. Oui, d'accord. Il y a une question dans le chat, on nous demande est-ce que vous mettez des antibiotiques quand vous mettez des haltères implantables? Est-ce qu'on met des antibiotiques? Très bonne question. Non, jusqu'alors, on met pas parce qu'il n'y a pas de... non, j'avoue que je ne mets pas d'antibiotiques IV. Alors, il y a deux cas de figure. On met les antibiotiques IV quand ils sont hospitalisés, parce que ça rentre dans le protocole. Mais malheureusement, on tend maintenant vers l'ambulatoire. Donc, dans ces cas-là, non, ils n'ont pas d'antibiotiques. Mais ce qu'on peut répondre malgré tout, c'est que les infections sous-cutanées restent quand même des infections, je pense, mineures. Ouais. Écoute, merci beaucoup Antoine, merci Hugues pour ce webinaire très intéressant qui montre qu'il y a des nouveautés qui arrivent et qui vont changer les pratiques, et c'était très bien parce que ça nous a permis d'avoir une vision à la fois sur les nouveautés mais également très large. C'est pour nous un très grand plaisir avec Hugues de t'avoir accueilli à ce webinaire du CNCH. Merci à tous de nous avoir suivis. D'autres webinaires vont suivre. Là, ça va se calmer, c'est l'été, on vous laisse respirer. Mais ça va revenir en pleine forme. Notamment, il y aura des webinaires dans une quotidienne de l'ESC à ne pas rater avec le congrès de l'ESC Digital. Merci beaucoup à tous et à très, très bientôt. Bye bye. Merci Hugues, merci Walid. À bientôt. Merci pour votre invitation. Merci Antoine, c'était super. Et ça va. Moi, il y a des petites choses que je vais changer chez moi. Déjà. Puis c'était une belle présentation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et merci Walid de ton invitation. Et voilà, c'est très bien. À très bientôt. À bientôt. Bye bye.